Le rapport du Fonds des Nations Unies pour la population 2018, que nous appelons un peu un rapport d'étape qui porte un peu sur le dividende démographique, je pense que vient au bon moment parce qu'il s'agit un peu de la deuxième année après le lancement par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de l'année pour la capture du dividende démographique en Afrique au sud du Sahara. Et je dois peut-être préciser d'abord que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Union africaine que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avaient quand même décidé d'un thème de l'année plus d'1 an avant. Et en prenant cette décision, les chefs d'État et de gouvernement avaient demandé au Fonds des Nations Unies pour la population, mon organisation, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Commission de l'Union africaine de préparer une feuille de route. Et cette feuille de route a été préparée et adoptée lors du sommet de Kigali de 2016. Et en janvier 2017, nous avons effectivement lancé l'année pour la capture du dividende démographique. Et cette célébration donc, a été suivie par le lancement effectif de feuilles de route dans la plupart des pays de la sous-région pour déclencher des processus allant vers la capture du dividende démographique. Donc il était tout à fait normal que 2 ans après, que nous puissions rendre compte donc, aux pays pour lesquels nous travaillons, aux pays que nous soutenons, aux populations de la région qui comptent énormément sur la capture du dividende démographique, des progrès que nous avons réalisés ces 2 dernières années, donc dans nos efforts d'accompagnement des pays, mais que nous puissions garder le regard des pays et de la communauté internationale sur les défis qui nous restent un peu à franchir, donc pour faire en sorte que les questions de population et de développement, que la contribution des actions des pouvoirs publics et de leurs partenaires puisse vraiment être optimale, alors que nous traversons un peu une période donc, où l'Afrique n'a jamais eu autant d'opportunités donc, en termes de sa marche vers la prospérité. Nous avons 2 grands défis. Le premier, c'est un peu le défi climatique. Et le deuxième défi, c'est le défi un peu de la population. Et comme vous le savez, sur les questions climatiques, l'Afrique a très peu de contrôle. Alors que sur les questions de population, qui peuvent donner un coup de pouce extraordinaire à la marche de l'Afrique vers la pauvreté, mais également en ce qui concerne la réduction des foyers de tension, la réduction des conflits et l'instauration d'un climat de paix et de stabilité, je pense que toutes les armes sont entre les mains des Africains. Donc c'est le bon moment et je dois dire qu'en 2017, comme en 2018, nous avons fait des efforts significatifs, mais encore une fois, nous devons parcourir de très longs chemins donc, avant d'arriver là où nous devons être. L'engagement politique est une étape importante, mais elle n'est pas suffisante. Il doit être suivi donc, par des actions concrètes, des actions programmatiques, mais je dois dire également que ces actions programmatiques risquent d'avoir des portées assez limitées, donc si par exemple elles ne sont pas soutenues donc, par des changements de comportement, par un soutien des leaders au niveau communautaire surtout, je pense notamment aux leaders religieux, aux leaders traditionnels, aux communicateurs traditionnels, les personnes affectées elles-mêmes. Donc je crois que c'est ça un peu qui fait un peu la durabilité des changements et c'est d'autant plus important que nous parlons un peu d'un domaine extrêmement sensible où il ne s'agit pas simplement de venir faire des interventions et de partir. Il s'agit de renverser un peu les tendances lourdes en termes de comportement des hommes, des femmes, des familles et des communautés. Et comme vous le savez, ce ne sont pas des changements qui se passent donc d'un jour à l'autre. Ça demande un peu un travail de longue haleine, ça demande un peu vraiment une pénétration des facteurs sociaux qui sont très souvent derrière ces comportements qui souvent constituent de véritables problèmes, de véritables freins à nos efforts de développement. Donc je pense que nous avons fait une forte mobilisation au-delà du niveau politique
qui a été acquis. Nous sommes descendus au niveau des pays pour qu'il y ait un engagement concret et une feuille de route en phase avec les préoccupations, mais le profil de chaque pays. Par exemple, le Burkina n'est pas le Sénégal n'est pas la Guinée. Chaque pays a en tout cas des contraintes sur lesquelles nous devons travailler pour accélérer la marche vers le progrès. La deuxième chose que nous avons fait au-delà de cette mobilisation, c'est vraiment le lancement d'actions phares, et je peux en parler, je peux en citer deux. Donc une action phare, c'est vraiment des programmes régionaux, comme le programme du Sahel pour la capture du dividende démographique, 300 millions de dollars actuellement, qui est un partenariat de 6 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad. Le Bénin vient de rejoindre le groupe, et nous pensons d'ailleurs que le Sénégal sera de la partie sous peu, et dans quelques semaines, je serai au Cameroun et au Nigeria pour les encourager à rejoindre un peu ce groupe de pays qui ont tiré des ressources de la Banque mondiale et de leur propre, j'allais dire, trésor public, donc pour investir dans ce dossier du dividende démographique. Un autre chantier important qui est un peu tester un peu ce modèle donc, de dividende démographique, je pense, qui est assez intéressant, et je pourrais y revenir tout à l'heure. C'est un peu le projet que nous avons lancé ici à Fass, à côté. Il s'agit précisément de l'opérationnalisation de la capture du dividende démographique en milieu urbain populaire. Comme vous le savez, Fass est dans une poche. Fass est au milieu de Dakar. Fass est entouré par les quartiers les plus riches de Dakar ou du Sénégal, mais c'est une poche de pauvreté, donc où il y a un potentiel que nous pouvons également utiliser et tester une opération pilote et ensuite la répliquer dans chacune des communes du Sénégal et à travers le continent. D'ailleurs, la Guinée vient de lancer une opération test dans une ville qui s'appelle Rotini récemment, et je crois savoir que le Mali, le Niger et le Tchad sont dans la même logique. Donc nous avons aujourd'hui des types de partenariats nouveaux, avec des modèles de financement nouveaux, où les pays eux-mêmes avancent avec le soutien de la Banque mondiale, de la Commission de la CEDEAO, mais également le Fonds des Nations Unies pour la population. Et je crois qu'il y a des changements intéressants qui sont en train de se dessiner. Et le projet FASS, avec eux, qui est un FASS émergent, est en train également de faire son petit bonhomme de chemin. Ça, c'est deux choses. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale a reçu des signaux assez forts que c'est le choix des Africains eux-mêmes. Il s'agit vraiment de quelque chose qui est parti des Africains, parce que pour la première fois également dans l'histoire du continent, les Africains sont allés lors de la conversation sur l'agenda de développement après 2015, les Africains sont partis avec ce qu'on appelle la position commune africaine, donc qui est un projet de société qui est d'ailleurs derrière la vision que nous appelons un peu l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2033. Donc je crois qu'il y a un certain nombre, il y a une base assez solide, il y a des actions qui ont été posées, il y a des modèles en cours de développement, de tests, et je crois qu'aujourd'hui la dynamique est assez forte, et comme je le disais, et je le crois profondément, je pense qu'aujourd'hui nous avons un environnement assez favorable pour que l'Afrique puisse sortir un peu de ces difficultés traditionnelles. Oui, et vous voyez, le premier stade, c'est un peu que nous puissions aborder ces questions de développement durable avec beaucoup d'humilité, hein, en termes de la croyance selon laquelle il est possible de régler ces problèmes en 2-3 jours. Je pense que cela demande un focus, cela demande également de la persistance, cela demande de la patience, et cela demande également de la réflexion et qu'on puisse sortir un peu des sentiers battus traditionnels. Parce que, et si je prends par exemple la question du dividende démographique précisément, nous savons que les pays asiatiques donc, ont tiré pratiquement entre 1/3 et 2/3 de leur gain de croissance dans la capture du dividende démographique. Mais chaque pays a son profil, chaque pays a ses réalités, et je crois aujourd'hui que c'est un chemin qui peut aider. La deuxième chose, c'est que nous pouvons également bénéficier de quelque chose que les pays asiatiques n'avaient pas. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, qui est un agenda intégré et qui est une forme de reconnaissance de la nécessité d'éviter un peu des silos au niveau des secteurs. Donc la cohérence, hein, les synergies entre l'éducation, la santé,
les questions d'emploi et de gouvernance, on ne peut plus les séparer parce que c'est vraiment le système de vase communicant. Donc, et l'autre chose, je pense que les objectifs de développement durable nous apportent, c'est l'objectif 17. Les partenariats et le dividende démographique est un véritable partenariat. Il ne s'agit pas pour le système des Nations Unies, les organisations régionales et les pays de travailler en parallèle, mais travailler en symbiose. Et même à l'intérieur du système des Nations Unies, nous avons une obligation de ne plus faire cavalier seul. UNFPA est obligé de travailler avec l'UNICEF, avec UN Women, avec le BIT, pour que nous puissions coordonner nos actions, aider les gouvernements à mettre en œuvre des politiques cohérentes qui vont dans le sens un peu de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous n'avons pas toujours été vigilants donc pour séparer un peu les causes des effets et voir un peu même quelles sont les causes les plus profondes. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de faire allusion donc, à un arbre dans la forêt. Si vous êtes dans une forêt, et surtout une forêt dense, c'est très facile de voir les feuilles d'un arbre. C'est peut-être un peu plus compliqué de voir les branches, beaucoup plus compliqué de voir le tronc, mais je pense que vous n'avez jamais la chance de voir un peu les racines, alors que les racines constituent vraiment la partie la plus solide. Donc, si vous coupez une feuille, donc vous pouvez avoir en tout cas un peu de clarté la semaine après, mais quand vous revenez, vous trouvez le même arbre, peut-être même qui sera plus solide. Vous coupez une branche, c'est un peu moins compliqué. Si vous coupez le tronc, peut-être le mois prochain, vous aurez un arbre. Mais si vous coupez les racines, vous n'avez plus d'arbre. Donc je crois qu'une chose que nous n'avons pas très bien fait dans les métiers du développement, c'est vraiment de faire un arbre des problèmes. Et de voir un peu qu'est-ce qui est feuille, hein, qu'est-ce qui est branche, qu'est-ce qui est tronc et qu'est-ce qui est racine. Et de consacrer les ressources limitées que nous avons à la racine du mal. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous devons méditer, mais je dois avouer que ce n'est pas un travail facile, parce que les ressources étant limitées, il y a une tendance générale, et c'est partout, y compris dans nos foyers, de mettre l'argent dans les endroits où ça chauffe le plus, ou dans les endroits où c'est plus visible. Et malheureusement, c'est également un comportement humain, tout à fait normal en tout cas, qu'il y ait une négligence malheureuse aux questions qui sont les plus fondamentales et qui ont la possibilité de transformer, par exemple, cette forêt. Parce qu'en coupant les feuilles, vous allez avoir toujours une forêt. En coupant la branche, peut-être vous allez avoir des branches partout qui vont vous empêcher de bouger. Mais si vous coupez les racines partout, je pense que vous faites disparaître la forêt. Nous avons un nouveau plan stratégique qui a ce qu'on appelle les 3 zéros. Donc, nous voulons arriver à une société donc, où la femme ne meurt plus en donnant la couche. Ne meurt plus en couche. La deuxième priorité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence basée sur le genre, et y compris, par exemple, les mariages des enfants qui constituent un fléau extraordinaire, avec des ramifications extraordinaires, et je crois qu'il y a un potentiel là que nous devons récupérer. La troisième priorité, c'est que ceux qui ont besoin d'avoir accès aux services de planification puissent avoir donc, un accès à des services, mais des services de qualité sans coercition. Et je crois que ces 3 objectifs, lorsque nous en parlons, ça donne l'impression un peu de choses accessoires. Mais malheureusement, donc, lorsqu'on va un peu dans le fond, on se rend compte qu'il s'agit des problèmes qui, s'ils ne sont pas réglés, nous n'allons pas régler les autres problèmes. Et je vais vous donner des exemples. La question de l'accès à la planification familiale permet, par exemple, de réduire la mortalité maternelle. Et vous voyez, donc rien ne peut justifier qu'une femme perde la vie en donnant la vie. Et je donne souvent l'exemple de certains pays nordiques où lorsque une femme est en grossesse, on compte déjà le bébé qui est dans le ventre de sa mère. Alors que chez nous, hein, lorsque vous voyez une femme qui est en grossesse, vous pensez que c'est la dernière fois que vous la voyez. Alors qu'aujourd'hui, la science, la médecine est telle que ce n'est pas normal. C'est des problèmes que nous devons régler. Et si on ne le règle pas, donc cet accès à la planification familiale, donc nous allons avoir des dépenses de santé énormes, nous allons avoir beaucoup de problèmes, mais pire,
nous allons avoir une demande sociale. Et je parlais tout à l'heure du lien avec le mariage des enfants, la question des violences basées sur le genre. Nous allons avoir des sociétés où les couples, les familles, les communautés, les États et même leurs partenaires vont être incapables de répondre à la demande sociale. Dans une réunion que j'ai animée il y a de cela plus d'un an en Côte d'Ivoire, donc un maire me disait, mais écoutez, dans ma commune, il y a 300 naissances par jour. Mais j'ai dit, Michel Maire, 300 naissances par jour, mais ça c'est l'équivalent de 6 classes, de 50 élèves. Donc je dis, donc vous devez donc créer une école chaque jour. Et donc vous voyez donc que ce n'est pas possible. Et peut-être chaque semaine un lycée, chaque mois une université. Et maintenant, il faut également que chaque enfant de plus, qu'on puisse l'apprécier. Donc en termes d'emploi additionnel, d'infrastructures additionnelles, d'efforts fiscaux additionnels, d'emploi, de place à l'université. Et je crois que c'est ce phénomène-là qui fait que aujourd'hui, nous avons une tension sociale donc assez forte et qui d'ailleurs explique un peu ces gosses qui traversent la Méditerranée ou qui sont facilement manipulables par les marchands d'illusions. Donc vous voyez donc la ramification donc, entre la disponibilité d'un produit de contraception, la montée du terrorisme, l'impact sur les migrations, l'impact sur le désordre social. Donc, vous suivez mon regard. Si nous prenons également la question un peu du mariage des enfants, bon, on sait que lorsque on marie nos filles à 12 ans, 13 ans, donc la facture médicale est énorme. Donc, l'impact, par exemple, en termes de fistule obstétricale est là. C'est également un manque à gagner en termes d'éducation de nos filles, d'amélioration de la productivité. Et comme nous sommes dans un monde où c'est la compétition, vous ne pouvez pas compétir si vous avez une équipe donc, qui joue à moitié. Donc, vous ne pouvez pas également compétir. Et c'est là un peu la théorie du dividende démographique. Si vous allez dans une société où vous avez 70 ou 75% de la population qui ne travaille pas, qui ne produit pas, et vous avez 15 ou 20% donc, qui produit pour le reste, il n'y a aucune chance de dégager l'épargne qui doit financer l'investissement. Vous voyez donc pourquoi la création d'emplois ne suit pas donc, le rythme un peu d'arrivée des jeunes sur le marché du travail. Nous parlons aujourd'hui en Afrique au sud du Sahara d'environ 20 millions de demandeurs d'emploi additionnels chaque année, en plus du stock de chômeurs que nous avons, et ces chiffres vont augmenter dans les années qui viennent si on n'intervient pas sur les leviers, la planification familiale, la mortalité maternelle qui va réduire un peu la demande d'enfants, si je peux dire, le nombre d'enfants désirés, mais également si nous continuons à marier nos filles à l'âge de 13 ans et on les sort des écoles et on se demande après, mais écoute, pourquoi on n'arrive pas à trouver des femmes au niveau des organes de décision? Et l'histoire montre que la diversité dans le milieu du travail est un facteur d'amélioration de la productivité. Donc je crois que les femmes ont de la place dans nos sociétés. Nos femmes ne doivent plus mourir en donnant la vie et nos filles ne doivent plus être exclues des écoles, des circuits de production. Et je pense qu'elles doivent être protégées. Elles doivent être protégées parce que ce sont des acteurs importants de la société si nous voulons que l'Afrique puisse compétir valablement vis-à-vis des autres pays. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut dire. Et un exemple concret, c'est d'un point de vue finance publique. Nous savons que dans les pays développés, c'est environ 17 à 18% de la population qui va à l'école. Bon, chez nous, c'est environ 40%. Donc, si nous voulons donner le même niveau d'éducation à nos enfants que les Européens donnent à leurs enfants, on doit au moins multiplier notre budget d'éducation par 2 ou 3. Et dans certains pays, c'est l'équivalent de 125% du budget total. Ce qui n'est pas possible. Parce qu'aucun pays ne peut mettre 125% de son budget dans l'éducation. Ce n'est pas logique. Maintenant, comme nous faisons des enfants à tour de bras, on n'a pas les moyens de les mettre à l'école pour leur donner le même niveau d'éducation, même qualité, mais on les envoie là où les gens pratiquent quand même une politique beaucoup plus modérée, beaucoup plus réfléchie un peu en termes de procréation. Et je dis toujours que si Malthus était là, il se serait trompé, parce que Malthus parle un peu d'un doublement de la population tous les 25 ans. Bon, en Afrique, on est presque à 17 ans, 18 ans. Donc, je trouve que s'il était là aujourd'hui en Afrique, bon, il serait parmi les pessimistes. Donc, je crois que l'Afrique
a aujourd'hui une chance si les changements qui se dessinent se poursuivent et se renforcent. La fenêtre est ouverte dans la plupart des pays. Je le disais d'ailleurs la semaine dernière à Préa, lorsque j'ai lancé la feuille de route, donc le profil du dividende démographique avec le vice-premier ministre, ministre des Finances. Je disais qu'écoutez, la fenêtre est ouverte depuis 83 à 85. Mais Dieu merci, vous avez une fenêtre qui est ouverte jusqu'en 2070. Maintenant, vous avez la possibilité de relever de façon considérable un peu tous les indicateurs sociaux et de développement, mais il faut investir, et en investissant dans la capture du dividende démographique, on règle un nombre extraordinaire de problèmes. C'est comme quand on coupe les racines, on ne coupe pas les racines. C'est comme si on a coupé chaque branche, on a coupé le tronc et on a coupé chaque feuille. Donc voilà un peu l'équation de l'Afrique aujourd'hui, c'est la sélection, la sélectivité, donc la priorisation, et ce n'est pas une affaire de sélection aveugle, ça doit être une sélection, comme on dit en anglais, smart, qui, si vous avez une paire de ciseaux, vous devez couper tous les arbres qui sont dans la brouche, je pense qu'il faut choisir le bon bout. Je vois un vent assez prometteur donc souffler aujourd'hui sur le continent, y compris dans les régions et les endroits les plus, qui par le passé ont été les plus difficiles. Je crois qu'il y a du travail à faire. Il faut travailler avec les leaders communautaires, avec les leaders religieux, donc pour faire comprendre la nécessité de changer. Donc, et le plus souvent, lorsque c'est fait, donc avec des données fiables, donc lorsqu'on travaille donc, en respectant un peu les leaders, en respectant les us et les coutumes, nous pouvons arriver à renverser ces tendances. Mais c'est un travail assez sensible qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain. Il faut le faire avec beaucoup de prudence, il faut le faire avec respect et il faut le faire, je pense, dans la durée. Je peux prendre comme exemple nos conversations avec les religieux, les leaders religieux. À N'Djamena, nous avons eu l'occasion de réunir 1700 imams, donc qui venaient de partout, de l'Indonésie, de l'Égypte, du Sénégal, de la Tunisie, du Pakistan. Et après 3 jours, ils sont arrivés à une déclaration en disant, écoutez, que l'islam était favorable, que l'islam n'était pas contre, et l'islam encourage. Donc je crois qu'il y a un travail, il y a des approches, je pense, qu'il faut suivre, et ce n'est que à travers un engagement méthodique avec les leaders donc, locaux que nous arrivons à faire un peu des progrès, et des progrès durables. C'est tout à fait facile de venir à un endroit, pousser très fort, vous avez des embryons de changement, mais qui disparaissent immédiatement que vous partez. Et ça, je pense que ça doit faire partie des choses que nous devons arrêter de faire. Il faut donc trouver le moyen intelligent de prendre langue avec les communautés, de les amener à comprendre, avec tout le respect qui s'y est. Et souvent, comme nous en avons parlé d'ailleurs à Conakry récemment, lorsque nous travaillons avec les communicateurs traditionnels, nous avons la possibilité de parler de ces questions sensibles avec les populations qui sont dans les zones où nous n'arrivons pas donc, à faire quelque chose. Nous pouvons les amener quand même à comprendre, à adhérer, à soutenir, et même certains sont devenus des champions. Récemment, au Nigeria, l'émir du Kano donc, a fait une présentation extraordinaire de la capture du dividende démographique devant le président Buhari. Au Burkina Faso, c'est le Moronaba qui porte le dossier. En Guinée, comme je disais, on était avec le fils de Kouyaté Sori-Kandja, mais qui, avec le verbe, arrive quand même à pénétrer les populations qui sont dans les zones où nous n'avons pas Twitter ou les autres médiums. Donc je crois que nous devons améliorer notre façon de communiquer et même nos moyens de communication pour toucher ces personnes qui doivent changer pour que l'Afrique change. Ça intimide un peu, donc lorsque nous parlons de dividende démographique, mais en réalité c'est un concept très simple. Il s'agit simplement d'un coup de pouce, d'un gain de croissance, donc qu'un pays peut tirer lorsque sa population en âge de travailler
est plus grande que sa population qui ne travaille pas. C'est aussi simple que ça. Mais comme je dis, c'est une possibilité. Et il s'agit donc de la tranche d'âge 15-64 ans, en général, bon, suivant les conventions internationales. Et lorsque cette population est vraiment maximale, lorsqu'elle a une part plus importante que la population qui ne travaille pas, on a un potentiel. Maintenant, ce potentiel ne génère un niveau optimum de gain que lorsqu'il y a quand même un investissement de qualité dans leur santé, dans l'éducation, mais également qu'il y ait des politiques publiques cohérentes, y compris de bonne gouvernance, pour faire en sorte que cet avantage que nous avons en termes de nombre puisse être vraiment traduit en un avantage vraiment de productivité et d'emploi. Un exemple que je cite souvent, c'est le cas de l'Inde, par exemple, qui a pratiquement raté un peu sa carte du dividende démographique, parce que l'Inde, comparée par exemple à des pays comme la Corée ou Singapour, avait très peu investi dans l'éducation, et surtout l'éducation des filles. Donc, vous verrez certainement un marché de l'emploi qui est devenu beaucoup plus important, mais la qualité des emplois n'est pas d'aussi bonne qualité que dans le cas des pays que nous appelons un peu les tigres asiatiques. Donc, je pense qu'il y a un potentiel de gain de productivité lorsque la structure de la population change. Donc, vous partez donc d'une pyramide des âges qui est très plate, ce qui signifie que vous avez un nombre important de jeunes, comme me disait d'ailleurs le gouverneur de Kaduna, qui me disait, écoutez, il y a 85% de jeunes à Kaduna. Ça fait peur. S'il y a 85% de jeunes, vous enlevez un peu les vieux, donc vous vous demandez, il y a combien de personnes actives? Et comment il est possible, par exemple, dans un foyer, d'avoir une personne qui travaille et 20 qui consomment? Donc l'investissement n'a donc aucune chance. Maintenant, lorsque vous changez la pyramide et qu'elle devient moins large à la base et qu'elle devienne un peu plus, j'allais dire un peu horizontale, là, vous avez quand même une distribution qui fait que le milieu, donc ceux qui ont entre 15 et 64 ans, représentent quand même une frange plus importante de la population. Donc, dans nos revues, vous allez voir d'ailleurs une balance où vous avez un couple avec un enfant et vous voyez un couple avec 20 enfants et quelques vieillards. Donc, vous suivez mon regard, que dans le premier cas, il est possible de vivre de façon beaucoup plus aisée, bon, toutes choses étant égales par ailleurs. Et dans le deuxième cas, bon, ce qui est un peu le cas de la plupart des familles en Afrique au sud du Sahara, donc, où vous voyez vous voyez donc un mari avec 4 femmes, 20 gosses. Donc, comment vous pouvez, dans ces conditions, dans les conditions de revenus, par exemple, $20 000 dans une bonne école, bon, si vous en avez 20, bon, je me demande, il faut être un magicien, quoi. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons les pays les plus, je pense, qui battent les records. Donc, je pense notamment à un pays comme le Niger. Bon, la moyenne en Afrique, c'est autour de 5 enfants et demi. Dans le bassin du lac Tchad, je pense notamment aux 4 pays autour du lac Tchad. Je pense qu'on a les taux de croissance démographique les plus élevés. Donc, si on compare l'Afrique avec le reste du monde, je pense qu'on est à 2,7, alors que dans le monde, dans les autres pays, on est à 1,2. Donc, vous voyez, pourquoi, en quelques années, si la situation ne change pas, nous allons aller inéluctablement vers un changement, j'allais dire même géopolitique, donc où l'Afrique va être, je ne peux pas dire surpeuplée, mais en tout cas aura une population assez importante. Certains même parlent de 4 milliards donc, aux horizons 2100. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas capables de donner un emploi à ces 20 millions de jeunes, quand on sera à 4 milliards, peut-être que ce sera peut-être 4 fois 20 millions, donc presque 100 millions de chômeurs additionnels, de demandeurs d'emploi additionnels. Donc je crois que si nous voulons éviter ça, je pense que c'est maintenant que nous devons agir. En réalité, notre priorité, c'est vraiment la prise en charge de la dimension population, donc dans les politiques et programmes de développement. Et je pense que pendant plusieurs années, les questions de population ont été considérées comme des variables exogènes, bon, des choses qu'il fallait laisser comme telles, alors qu'aujourd'hui, nous savons qu'il est possible de tailler la pyramide. Nous ne pouvons pas continuer à laisser la pyramide avancer dans toutes les directions, alors que nous savons que les problèmes
que nous avons partent aujourd'hui de cette pyramide. Si vous avez un besoin de 500 classes, vous commencez à les construire, le temps de terminer, vous avez un besoin de 1500. Donc je crois que la construction de classes est bien pour répondre, mais je crois que changer le flux, changer le rythme de la demande est peut-être quelque chose que nous devons de plus en plus considérer. Mais encore une fois, nous n'avons pas de préoccupation particulière que d'aider les communautés, les pays et nos partenaires à réaliser un peu des politiques de développement qui sont cohérentes et qui sont un peu en phase avec leur profil particulier. Dans certains pays, nous les encourageons à prendre en charge donc, le vieillissement, qui est un problème fondamental dans certains pays. Mais nous n'allons jamais leur demander un peu de faire dans ces pays ce que nous faisons dans un pays comme le Niger, qui pratique le mariage des enfants, où les filles n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école, ou dans un pays comme le Tchad. Si vous allez au Cap-Vert, il y a une configuration tout à fait différente. Donc ce que nous faisons, c'est que vraiment nous adaptons un peu ce que nous faisons dans un pays aux réalités du pays, mais à la demande des populations de ces pays. Nous n'imposons rien. Nous offrons, nous conseillons, nous aidons. Voilà un peu ce que nous essayons de faire partout où nous intervenons.